Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Hello! J'espère que tout le monde va bien. Alors, je regarde combien on est pour attendre quelques minutes, histoire que tout le monde puisse se connecter. Voilà, on est OK. Donc, je vois que vous arrivez. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'outil Livestorm, mais si jamais en bas à droite, vous avez un onglet questions, un onglet chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre onglet pour interagir entre vous, avec nous. Posez vos questions. Voilà, on va essayer en fait d'y répondre tout au long du live pour que ce soit plus interactif. Bonjour Béatrice. Hello Aurélie. Hello! Et trop cool que vous soyez tous connectés. Donc, ouais, on va essayer, en fait, pour que ce soit le plus interactif possible, plutôt que laisser 15 minutes à la fin ou 5 minutes à la fin. Voilà, n'hésitez pas, si même dès maintenant, vous avez des sujets ou des questions qui vous viennent en tête, ce que vous voulez apprendre pendant le live, n'hésitez pas à nous le partager. Comme ça, voilà, on échange, on fait comme si on était au café et qu'on traitait d'une problématique. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est la gamification. Donc, en français, j'ai cherché la traduction, c'est ludification. C'est pas très, très joli. Donc, on va garder gamification. Peut-être juste avant de commencer, Marie, est-ce que tu peux te présenter, dire voilà, 2 mots sur l'agence Freak? Voilà. Oui, donc je suis Marie, enchantée à tous. Je suis la fondatrice de l'agence Freak, donc c'est une agence de marketing client et d'expérience client. Et en gros, on intervient sur toutes les problématiques de l'acquisition à la fidélisation des clients, donc tout ce qui va être communication one-to-one, activation, programme de fidélité, etc. Voilà. Ok, trop cool. Et donc, la gamification, juste pour introduire le sujet, même si je pense que vous savez tous à peu près à quoi ça correspond, mais c'est le fait d'intégrer en fait des mécaniques de jeu dans le parcours client. En fait, voilà, comme on a les jeux, enfin le jeu vidéo, etc. L'idée c'est d'appliquer en fait le jeu au e-commerce, donc à travers le parcours client. Donc, en fait, il y a plein d'endroits dans le parcours client où vous pouvez intégrer ces mécaniques de jeu. Ça peut être avant l'achat pour générer des leads ou collecter de la data pour votre CRM. Et ça, on le verra du coup au cours de l'entretien avec Marie, même au niveau de l'abandon de panier ou après l'achat pour là, au contraire, pas générer des leads, mais plutôt fidéliser vos acheteurs et engager votre communauté. Donc, voilà, il y a plein en fait déjà, il y a plein de formats de jeux possibles et aussi plein de moments possibles où vous pouvez intégrer le jeu dans votre parcours client. Et l'idée, ça va être du coup de rendre l'expérience d'achat très ludique et de récompenser du coup vos clients fidèles. Et le tout en essayant de ne pas remettre en question la valeur de la marque, parce que souvent, et on l'abordera cette question, en France, les e-commerçants sont parfois frileux à l'idée d'employer ces mécaniques de jeu avec des coupons de réduction, etc., de peur de nuire leur image ou que ça n'aille pas forcément avec leur ADN. Et Marie saura très bien vous en parler. Donc ici, en fait, donc dans ce webinaire, on va parler principalement d'une mécanique de jeu qui est la roue de la fortune, puisque c'est un format qu'on permet avec Wisepops. Donc la roue de la fortune, l'idée, c'est de tourner, de rentrer son email, de tourner la roue et de remporter un gain. Voilà, donc c'est le type de campagne que Marie a mis en place pour ses clients. Au niveau des chiffres, donc j'ai essayé de chercher quelques chiffres sur la gamification, pardon, je le dis à toutes les sauces, espagnol, anglais. Selon Forbes, une étude Forbes de 2018, intégrer la gamification à un site internet augmente le temps de navigation de 30%. Donc, comme outil d'engagement, c'est top. Et voilà, les chiffres sont à l'appui. Et une étude menée par Tech Validate a révélé que 30% des entreprises qui ont intégré la gamification dans leur stratégie ont amélioré leur taux de conversion de plus de 50%.
Voilà, donc je ne sais pas si ces chiffres vous parlent, mais en tout cas, côté Wisepops aussi, on avait fait un benchmark et sur un échantillon de 54 pop-up e-commerce qui collectaient des emails, donc pour la génération de leads, où on avait les pop-up classiques, type rentrez votre email pour recevoir notre newsletter super intéressante et toutes nos dernières offres. C'est environ 1% de taux de sign-up pour ce type de campagne. Donc, il n'y a pas d'incentive, c'est les campagnes sans incentive. Pour les campagnes avec incentive, type inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 5 euros, 10% ou 10% sur votre première commande. Ça, c'est aux alentours de 5%. Donc avec incentive. Et pour les pop-up type roue de la fortune, c'est 24% de taux de sign-up. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de citer ces chiffres parce qu'on voit clairement que la différence est énorme et je pense que ça relève voilà, de tous les avantages en fait, que permet la gamification et des aspects un peu psychologiques. Donc bon, je ne suis pas une experte de ce sujet, mais les gens aiment jouer et il y a des incentives derrière. Donc voilà, c'est un comportement plutôt humain de vouloir gagner des choses. Oui, et effectivement, pour compléter ce que tu disais, nous, ce qu'on voit, donc on a testé bien sûr les deux types de pop-up. Quand on enlève toute notion de gamification, on met en place une mécanique de roue. Ce qu'on voit, c'est que sur des pop-up qui sont always on et qui vont tenter d'aller capter les données et identifier les navigateurs sur un site, on multiplie les performances d'une pop-up classique quand on rajoute cette mécanique de gamification par 3 voire 4. Donc voilà, il y a vraiment un attrait pour le jeu qui fait que ça rend ces pop-up beaucoup plus performantes. Ouais, et c'est ce qu'on constate aussi de manière générale avec tous nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on encourage vraiment à tester en tout cas ce format et de vous faire votre propre idée dessus. Et sinon, voilà, je voulais savoir, Marie, donc comment toi, tu utilises concrètement la stratégie du jeu pour dynamiser tes ventes, les ventes en tout cas des marques que tu accompagnes? En gros, nous, on l'utilise vraiment de deux manières. On l'utilise vraiment pour de la collecte pure. On travaille avec des marques qui sont souvent des jeunes marques qui ont des problématiques de construction de bases de données très fortes et qui ont un vrai intérêt à aller capter au maximum des visiteurs sur leur site web avant qu'ils quittent le parcours d'achat pour pouvoir les relancer derrière et continuer à les animer, même s'ils ne passent pas à l'achat sur cette première visite. Donc, on utilise la gamification placée de manière astucieuse au sein du parcours pour venir identifier, donc encourager les gens à laisser leur opt-in et ensuite les embarquer dans des process d'accueil qui visent à continuer à animer ces prospects dans le temps. Ça, c'est la première manière d'utiliser les pop-up avec la gamification. La deuxième, c'est aussi pour de l'animation client, où en fait, on se rend compte que cette mécanique de jeu, elle fonctionne aussi très bien pour venir animer une base client et encourager des visites sur le site. Donc là, on intervient plus en amont, donc on envoie un email ou un SMS, en tout cas une action en one-to-one pour pousser une visite sur une page, une landing page ou un endroit sur le site où on a une pop-up qui s'affiche ou une pop-up en embed intégrée dans une landing page. Et du coup, on les fait jouer. C'est une manière un peu ludique et un peu moins évidente de diffuser de la générosité et tenter d'activer les clients qu'on a déjà en base. C'est vraiment ces deux aspects pour la collecte, l'identification et le recrutement, et pour l'aspect fidélisation, activation. Ok, et je me rappelle, tu m'avais dit aussi que c'était assez efficace, notamment pendant les périodes creuses du type, voilà, pendant l'été où tout le monde est en vacances, etc., pour pallier en fait au manque de revenus qui entrent, entre guillemets.
et de générer des ventes grâce à ces mécaniques. C'est ça, on l'a mis en place pour des clients, donc soit effectivement à des périodes assez creuses. Donc par exemple, on fait des jeux de l'été, donc des summer wheels, qui permettent d'ailleurs de faire des mois d'août équivalents à des mois de septembre ou octobre. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Et puis l'été, de manière générale, ça se prête vraiment, au jeu et les gens ont le temps. Enfin voilà. Et après, on l'utilise aussi en renfort de grands temps forts où, pareil, il faut se bagarrer un peu pour la prise de parole. Et du coup, ça vient rajouter un petit incentive supplémentaire pour encourager la visite. Donc, on le fait en soutien des soldes, on le fait en soutien des périodes de Noël, du Black Friday, enfin voilà. Vraiment pour ajouter un petit truc en plus qui va apporter une toute petite couche de générosité supplémentaire, mais qui fait vraiment la différence en termes de transformation. Oui, ça va vraiment différencier peut-être souvent pendant ces périodes, on a tendance, enfin en tout cas les consommateurs vont avoir tendance à regarder toutes les offres sur le marché pour un produit qu'ils recherchent et ça peut vraiment être un élément différenciant dans le sens où entre un site où tu vas avoir une incentive supplémentaire qui va te pousser entre guillemets à l'acte souhaité et un site où tu vas pas avoir cette incentive, même au niveau de l'expérience, etc. Tu vas pouvoir marquer une différence en tout cas, rajouter une valeur à l'expérience. Oui. Pour toi, quels sont les aspects à prendre en compte dans la mise en place d'une campagne de gamification sur ton site? Alors, le premier, c'est vraiment un jeu. Ça peut aussi, et c'est une vraie crainte pour beaucoup de marques, c'est que ça peut aussi rendre la relation client un peu cheap. Donc, il faut vraiment que la manière dont le jeu soit conçu, son univers graphique, même la nature des cadeaux, il faut que ça reste dans un univers très... Enfin, faut que ça parle de la marque aussi. Et du coup, je vais peut-être vous montrer un exemple. Hop, je vais partager mon écran. Hop. Donc là, c'est un exemple d'une roue qu'on a fait pour Lazartigue, donc, qui est une marque de produits capillaires vegan et botaniques. Et eux, un de leurs avantages, un de leurs selling points, c'est vraiment le côté expertise et accompagnement avec des routines capillaires qui sont le plus sur mesure possible. Ils ont un diagnostic, etc. Et du coup, il fallait qu'on reprenne, donc au-delà de prendre, d'être à l'image de l'univers graphique, on a aussi dans le gain mis en avant une routine complète qui est élaborée en visio avec un de leurs experts capillaires. Donc voilà, c'est là à la fois dans le look global du jeu et dans la nature des cadeaux, un bon moyen de raconter quelque chose sur la marque. Et voilà, et donc une fois, et le storytelling d'ailleurs ne s'arrête pas là, une fois qu'on joue, on est intégré dans tout un parcours de découverte de la marque par email, donc qui permet vraiment de continuer la relation et de rester dans une histoire de marque globale. Donc ça, c'est vraiment le premier point, être vraiment intégrer le jeu, toute la mécanique et le look and feel dans l'histoire globale de la marque. Oui, pour que tout soit cohérent, quoi. Et j'avais vu d'autres exemples, en fait, de campagnes de gamification où, en fait, l'idée, ça va pas forcément d'être de proposer que des codes de réduction, etc. Donc, comme tu le dis, avec la routine et tout, ça, c'est une super idée. Mais par exemple, ça peut passer par la mise en place de quiz qui vont permettre, en fait, en fonction des réponses des visiteurs, de pouvoir leur suggérer des produits qui leur correspondent.
Donc voilà, où j'avais vu aussi sur certains sites des campagnes tickets à gratter, mais sur le site, où en fait, quand tu vas gratter la carte, ça va te faire découvrir en complément d'une offre spéciale si tu gagnes. Ça va aussi te mettre, comme tu décrivais, dans un espèce de parcours post-jeu où tu vas être exposé aux produits et à l'ADN de la marque. Donc, c'est plutôt chouette pour attirer l'attention, engager et voilà. Encore une fois, voilà, rendre l'expérience positive, mais sans nuire à l'image, quoi. Exactement. Et Euh, oui, pardon. non, vas-y. J'avais fini. J'avais passé à la question d'après, mais peut-être que tu n'avais pas fini. Donc, Oui, non, du coup, sur les bonnes, enfin, la suite des bonnes pratiques, c'est après tout le placement de la pop-up dans le parcours de navigation, parce qu'il ne faut pas non plus que ça nuise au parcours et que ça décourage, enfin, que ce soit trop intrusif et que ça décourage la suite de la visite sur le site. Donc, il faut à la fois, et là, typiquement, c'est ce qu'on fait avec la pop-up Lazartigue, où finalement, elle est pas placée dès qu'on arrive sur le site, elle est placée une fois que les gens sont bien engagés et sont pas placés sur les pages clés, typiquement la page panier. Et après, il y a un autre exemple que je peux vous partager pour justement être le moins intrusif possible. Donc, c'est une pop-up qu'on a faite pour Undies où là, la pop-up était juste, enfin, la mécanique de gamification était juste poussée par un petit macaron. Où du coup, quand on clique dessus, la roue s'ouvre et, et voilà. ça, c'est trop chouette parce que voilà, du coup, ça permet de pas interrompre le visiteur quand il atterrit sur votre site, mais plutôt de lui demander la permission en attirant voilà, son attention sur le macaron ou un teaser où il va pouvoir d'abord cliquer dessus pour ouvrir la campagne, quoi. Oui. Ça, c'est vraiment une bonne pratique aussi qu'on conseille, et notamment sur mobile, où l'affichage n'est pas le même et il y a des règles, des bonnes pratiques à respecter qui sont un peu différentes que sur desktop, de par la taille de l'écran notamment. Et ça, voilà, afficher un macaron plutôt qu'afficher la pop-up sans que le visiteur l'ait demandé, c'est important, quoi, en termes du X et aussi d'expérience globale de navigation sur le site. Et pour ce type de campagne, est-ce que tu as des résultats à partager pour se donner une idée ou... Oui, alors en général, en termes de performance, on arrive avec ces mécaniques à identifier entre 10 et 15% des navigateurs sur le site. Et surtout, donc enfin, l'avantage, c'est que certes, on identifie ces navigateurs, mais en plus, on peut les suivre dans le temps. Ou typiquement, quand on s'inscrit à Lazartigue, je vous ai remis ce qu'on reçoit après, on arrive dans tout un parcours qui a vocation à pousser la transformation. Donc typiquement, on a un email de bienvenue où on nous repousse l'offre qu'on a gagnée. Et ensuite, on a tout un parcours de découverte des valeurs, des produits, du diagnostic. Et on peut aussi faire des actions de reminder pour aller rechercher ceux qui n'ont pas encore utilisé le gain qu'ils ont gagné en tournant la roue. Donc, l'ensemble de ce parcours-là permet d'avoir des taux d'activation des prospects qui ont été identifiés, enfin des visiteurs qui ont été identifiés sur le site entre 4,5 et 6%. Et ça, vu qu'on c'est des prospects qui sont en basé, on arrive aussi, on continue à les animer dans le temps, donc ces taux finissent par augmenter un peu naturellement au fil du temps. Ok. Au niveau des aspects à prendre en compte, est-ce que tu as fait le tour ou tu as d'autres choses à ajouter? Non, je pense que c'est principalement ça. Donc, on a le choix, l'alignement avec l'image de marque, le look de la campagne, le choix des incentives.
les options, en fait, le ciblage, Oui. du coup, que ce soit voilà, bien ciblé, que ça s'affiche pas n'importe quand, à n'importe qui. Et puis le respect de l'expérience utilisateur, donc sur lequel tu as montré comment on pouvait limiter, limiter la casse ou en tout cas optimiser ce point-là. Et qu'est-ce qui se passe du coup une fois que donc le visiteur a tourné la roue? Donc tu mentionnais des emails. Est-ce que voilà, enfin quel type d'email t'envoies, quelle fréquence, voilà, si tu as plus d'insights à nous donner là-dessus, ça peut être cool. Oui, en gros, alors ça dépend de la nature du joueur. Si c'est un prospect pur, généralement, on le fait rentrer dans un process de transformation où justement, on va lui expliquer ce qu'est la marque, ce qu'elle a à offrir. On va essayer de le qualifier un peu au fil du parcours pour pouvoir de plus en plus cibler les actions qu'on va lui envoyer et on va aussi lui faire des relances par rapport à son gain. S'il a perdu, là, on peut lui faire aussi des relances pour dire, ben, en général, ce qu'on fait quand on a des mécaniques de jeu, typiquement la mécanique d'Undies, on pouvait jouer une fois par jour. Donc, on utilise finalement le fait que la personne est perdue pour le faire revenir en lui disant, ah ben, hier, tu as joué, tu as perdu, mais tu peux rejouer aujourd'hui. Donc ça permet de régénérer les visites. Et, ensuite, quand on est plus sur des clients, du coup, on a toujours, en fait, on essaye toujours de rebondir sur un jeu pour envoyer un message ciblé en reciblant, enfin, en renvoyant le code du gain pour maximiser la transformation parce que les gens ne transforment pas forcément tout de suite. Donc, ça permet de garder une trace de leur jeu. Et ensuite, normalement, quand on a les données de vente dans son outil de gestion de campagne, on peut aussi aller traquer ceux qui ont transformé ou pas et aller cibler ceux qui n'ont pas transformé pour les rappeler. Typiquement, quand on a une campagne qui a une durée de vie, juste avant la fin de l'opération, on leur dit attention, votre code va bientôt expirer. N'hésitez pas à l'utiliser ou alors si vous espériez quelque chose d'autre en termes de gain, vous pouvez aussi rejouer, mais vous n'avez plus beaucoup de temps. Ok, donc l'idée là, c'est de créer un peu un sentiment d'urgence vis-à-vis de, voilà, de l'expiration du gain. On a une question de Béatrice qui demande quelle fréquence préconises-tu pour gagner à la roulette, par exemple pour Undies? Quelle fréquence, quel pourcentage de gain, c'est ça? Oui, certainement. Oui, je pense que c'est ça qu'elle entendait par fréquence. Bah, ça dépend vraiment. Déjà, ça dépend de ce que vous avez en termes de stock de gains. Si c'est. Hop, pardon, je vous ai perdu. C'est bon? Nous, on te voit toujours, hein. On t'entend toujours. D'accord, ok, pardon. Donc oui, ça dépend de ce que vous avez en stock de gains. Par exemple, on a une marque de cosmétiques qui fait gagner des travel size et forcément, il n'y a pas un nombre illimité de travel size. Donc, on essaye de caler le gain par rapport au stock qu'on a de cadeaux, quand c'est des cadeaux physiques. Quand c'est des cadeaux, l'idéal, c'est quand même d'avoir une mécanique qui permette de faire gagner le plus souvent possible pour éviter une expérience trop négative avec trop de perdants ou l'impression de se faire un petit peu rouler parce qu'à chaque fois qu'on joue, on perd. Nous, notre recommandation, c'est d'avoir au moins une petite réduction. Et de toute façon, il faut vraiment le voir comme plus de la générosité. C'est pas de la générosité gratuite qui va juste coûter. C'est souvent, on lie les cadeaux à un acte d'achat. Donc, c'est pour profiter du cadeau. Pour profiter d'un moins 15%, il faut acheter. Pour avoir la travel size, elle sera envoyée avec votre prochaine commande. Donc, finalement, voilà, ça dépend du budget, de votre capacité à distribuer de la générosité ou votre volonté à distribuer de la générosité. Et
et voilà, et puis l'envie globale. Et pour compléter donc ce que tu dis, Marie, nous, c'est vrai qu'on préconise, comme tu disais, pour rendre l'expérience positive, parce que le but du jeu, voilà, c'est ça, c'est de rendre l'expérience positive, ludique. C'est, nous, de faire un jeu 100% gagnant. Mais comme tu le disais, lier toujours ça à un acte d'achat pour éviter la triche, les concouristes qui sont juste là pour gagner des gains. Et puis en plus, il y aura toujours des tricheurs. Et donc voilà, l'idée, c'est de limiter l'impact financier pour vous. Donc toujours le lier, voilà, comme tu disais, à un acte d'achat ou à un minimum d'achat. Mais j'ai vu aussi des clients utiliser une technique que je trouvais hyper intéressante, où même s'ils tombent sur s'ils perdent en fait à la roue, derrière, tu vas avoir un email qui va être envoyé même aux perdants, donc personnalisé, où tu vas leur dire bon, bah, vous avez perdu, mais voilà votre lot de consolation. Et ils vont offrir, par exemple, un code promo pour les frais de port. Les frais de port, voilà, les frais de port offerts pour la prochaine commande. Et j'ai trouvé ça hyper smart parce que voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit positif, même si tu perds, voilà, tu as ton lot de consolation. Ce genre d'email, ça génère en plus un gros taux d'ouverture puisque c'est là où tu vas recevoir ton code promo. Donc, que ce soit pour les gagnants ou les perdants. Donc, ça, c'est top aussi pour la base. Et alors, je vois, donc Béatrice, peut-on parler de manipulation des consommateurs pour inciter à l'achat? Bonne question. La gamification peut-elle être remise en cause en termes d'éthique, le but ultime étant de faire acheter toujours plus? Alors là, ce qui est très clair, c'est qu'il faut être hyper clair sur le fait que le cadeau gagné est lié à un achat. Donc, il faut qu'il y ait les mentions légales et il faut que dans la présentation du jeu, on présente, on soit totalement clair sur le fait que oui, ce qu'on attend derrière, ce qu'on attend, ce qu'on cherche à obtenir, c'est un acte d'achat. Et que pour profiter du cadeau, il faut, c'est lié à un acte. Donc oui, c'est on est d'accord que derrière, il y a une mécanique d'activation, mais pour éviter tout problème avec la RGPD, il faut être totalement transparent. Et du coup, bien mentionner que voilà, oui, c'est avec. Les conditions du jeu et rajouter toujours une checkbox de consentement. Ça, c'est la base du RGPD. Tout à fait. Et avoir aussi. Oui, et avoir aussi en backup le règlement du jeu accessible directement depuis la pop-up en cliquant sur les conditions générales. Oui, exactement. Et aussi, vous avez parfois l'option dans votre outil d'email marketing d'activer ce qu'on appelle le double opt-in. Donc, si vous voulez vraiment être aussi une manière de vérifier les adresses email, de chercher le consentement clair, explicite, etc., c'est d'avoir la checkbox et éventuellement le double opt-in. De bien mentionner, comme le disait Marie, même dans le wording de la campagne, être le plus explicite possible sur les gains, les conditions, etc. Et ce pourquoi ils s'inscrivent, que du coup, en jouant, ils s'inscrivent à la newsletter, par exemple. C'est important de le préciser pour que il n'y ait pas de souci au niveau du RGPD. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Béatrice? N'hésite pas à nous le dire, ou si tu souhaites qu'on complète. Voilà. Oui, merci. Top. Super. Alors, les autres questions que j'avais. Quel type de données tu collectes à travers tes campagnes en plus de l'email? Donc, on a vu là sur tes campagnes que tu avais un formulaire pour collecter l'email. Est-ce que tu collectes d'autres types de données ou c'est globalement que de la collecte d'email? Alors, généralement, c'est essentiellement de la collecte d'email. Par contre, on peut totalement imaginer utiliser des mécaniques de gamification aussi pour faire de l'enrichissement de données. Donc, aller collecter des dates de naissance, des prénoms, des centres d'intérêt. Tout est envisageable, toujours, du coup, en étant clair sur les mécaniques derrière par rapport à ta question, Béatrice.
Et après, en fonction de aussi la stratégie de marque et de ce qu'il y a de l'intérêt pour elle dans la stratégie de communication et de personnalisation des communications. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à la date de naissance, c'est un super exemple, la date d'anniversaire. C'est pas forcément lié au jeu concours ou à la gamification, mais on avait une cliente qui avait fait un test avec donc un A/B test où dans la version A, elle collectait uniquement l'email et dans la version B, elle collectait l'email et la date de naissance. En précisant que du coup la collecte de la date de naissance c'était pour envoyer un cadeau ou voilà quelque chose le jour de l'anniversaire, et le taux de conversion était beaucoup plus élevé sur la version B, donc qui collectait la date de naissance, parce que du coup les gens ils se disent super, je vais avoir un après là encore une fois il faut vraiment faire attention, il faut vraiment avoir une vraie stratégie autour des anniversaires plutôt que de collecter cette information et derrière ne rien en faire. Il y a pas pire que voilà en termes de manipulation de révéler cette information et derrière il n'y a rien qui s'ensuit. Donc voilà, l'idée c'est toujours que ça rentre dans une stratégie globale. Absolument. Quel moyen as-tu trouvé pour contourner la triche? Donc on en parlait brièvement avant, donc tout ce qui est concouriste, etc. Est-ce que tu as des méthodes pour lutter contre ça à travers tes campagnes? Ouais. Déjà, en préambule, le cas où quelqu'un va s'inscrire pour avoir le cadeau et va se désinscrire tout de suite après les communications, ça arrive, on ne peut rien faire contre ça. Par contre, s'assurer que l'email qui est donné est un email correct. Donc là, la solution qu'on a trouvée, c'est de ne pas forcément afficher le résultat du gain directement dans la pop-up de résultat, mais de l'envoyer par email. Donc dans la pop-up de résultat, on lui dit super, super, tu as gagné tel cadeau. Et rendez-vous dans ta boîte mail pour récupérer ton code. Et après, il y a des solutions aussi de capping pour que on ne puisse jouer qu'une seule fois par jour, ou que la pop-up se désactive une fois que le contact est opt-in et a joué une fois. Enfin voilà. Ok. Ces deux méthodes. Moi, j'en ai une autre à vous proposer. C'est aussi de faire en sorte que votre campagne soit difficilement reproduisible. Parce qu'en fait, souvent, les personnes savent comment ça marche, en fait, les mécaniques derrière. Donc, par exemple, en ouvrant une session en navigation privée ou en mode incognito, ils savent qu'ils vont nettoyer tous leurs cookies, donc toutes leurs données de tracking et d'historique, et du coup, pouvoir potentiellement rejouer. Et donc, pour lutter contre ça, donc par exemple, au lieu d'afficher votre campagne aux nouveaux visiteurs, donc ceux qui viennent sur votre site pour la première fois, vous pouvez l'afficher, enfin mettre des règles de ciblage où vous affichez cette campagne uniquement pour les personnes qui sont venus au moins 3 fois sur votre site, ou au moins 2 fois après 1 ou 2, voire 3 pages vues. Comme ça, en fait, ce sera plus difficile pour la personne, pour le tricheur de reproduire en fait ces conditions, même en nettoyant, voilà, en vidant son cache et ses cookies. Donc ça, c'est une bonne méthode. Et en plus, comme ça vous aide à lutter contre le fait d'avoir une base pas clean, parce que vous avez plein de gens qui jouent avec des emails différents ou les mêmes adresses email, etc. Enfin, voilà. Et du coup, de collecter des emails qui sont un peu plus quali, puisque c'est des gens qui seront potentiellement déjà venus plusieurs fois sur votre site, ou même cibler les personnes qui viennent spécifiquement d'un email ou quelque chose. Enfin, voilà, il y a plein d'options possibles de ce point de vue-là. Oui, mais de manière générale, nous, ce qu'on observe sur les différents jeux qu'on a pu mettre en place, c'est qu'il y a finalement beaucoup moins de triche qu'on imagine. Et au pire, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus une fuite de code sur les sites qui partagent des codes. Mais vu qu'on a de toute façon capé, déjà en général, on capte les codes à une utilisation par personne.
Et en plus de ça, on est dans une logique de recrutement. Donc, si par le partage de ces codes, ça nous permet de recruter encore plus de clients, ben, voilà. C'est dommage, on a juste pas l'opt-in, mais on peut le récupérer au moment du check-out De du la client. Donc, c'est toujours gagné, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des tips de manière générale à donner aux marques donc, qui nous regardent et qui veulent mettre en place ce type de campagne? Bon, on en a vu quand même déjà pas mal, mais voilà, si demain, elle voulait mettre en place une campagne de ce type, qu'est-ce que tu préconiserais en termes d'étapes et de choses à prendre en compte? En termes d'étapes, en amont, bien clarifier le storytelling, ou en tout cas comment ça s'insère dans une stratégie de marque globale, comment ça s'intègre dans l'ADN de la marque. Et ensuite, quelle est toute la méthode et quel est tout le parcours qui va suivre l'embasement de la pop-up. Et ensuite, vraiment purement sur la pop-up, c'est idéalement de faire des A/B tests si on a encore des petits doutes sur une mécanique de gamification ou pas, un type de cadeau ou un autre. Enfin voilà, faire des tests d'optimisation en continu. Et aussi des tests sur le placement, enfin à quel endroit la pop-up, à quel placement ou à quel moment du parcours online, ça permet on a le meilleur ratio on n'a pas trop d'abandon et on a un maximum de contacts collectés. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai, en fait, l'idée, c'est de se poser la question, quelle est la priorité ou la problématique principale? Si c'est l'embasement, la collecte d'emails, bah, dans ces cas-là, l'idée, c'est de l'afficher avant un achat. Si vous avez une grosse problématique d'abandon de panier, sur la page de checkout, par exemple, bah là, on va vous préconiser plutôt d'afficher cette pop-up au moment où la personne s'apprête à quitter votre site avec des articles dans son panier. Si c'est un problème de fidélité ou de taux de réachat, bah, vous pouvez très bien le faire pour des clients qui ont déjà passé commande et qui reviennent sur votre site ou sur la page de confirmation de commande éventuellement. Enfin, en fait, voilà, l'idée, c'est de vous poser la question, c'est quoi votre problématique, les taux, là où ça pêche en fait, en termes de taux de transfo, et du coup de mettre en place des campagnes assez touchpoint stratégiques, quoi. Mais c'est vrai que l'embasement, la collecte d'emails, c'est quand même une problématique, la plus grosse problématique, surtout des jeunes marques. Et l'idée, c'est voilà, de dépendre de moins en moins de l'acquisition payante et des fichiers clients qu'on achète et qui ne sont pas forcément très fiables, etc. Donc, oui, concrètement, nous, on est amené à accompagner des marques sur différentes problématiques d'acquisition avec différents leviers. Ce qu'on voit, c'est quand même le fait d'aller chercher et de chercher à activer des contacts qui ont déjà fait un pas vers vous parce qu'ils sont allés sur votre site, parce que ils ont vu un certain nombre de pages. On a des performances de transformation qui sont incomparables. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne pratique de mettre en place des mécaniques de collecte sur un parcours digital. La gamification apporte ce petit clic en plus pour augmenter les performances. Ok. Alors là, je regarde juste le temps. J'ai oublié de le faire depuis tout à l'heure. Donc, juste pour faire le point, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Donc, voilà, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les poser pour qu'on vienne dessus. Tout à l'heure, tu mentionnais le format embed. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde sache à quoi ça correspond. Est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de campagne embed? Donc, en fait, c'est des campagnes intégrées qu'on peut intégrer au sein d'une page sans forcément que ça pop-up comme une pop-up. Oui. Mais Marie va vous montrer tout ça.
Ouais, donc là, c'est un embed qu'on avait fait sur la landing page de Noël de Minelli, où en gros, on avait tout un jeu. Donc, on avait une pop-up en amont du parcours qui encourageait à jouer au jeu et donc à se rendre sur la landing page de Noël. Et donc, l'embed, en fait, c'est ça. Donc là, sur mon écran, c'est un petit peu grand, mais euh, le, hop, l'idée, c'est que ce soit totalement intégré au site et que ça fasse, enfin, qu'on ait l'impression que c'est pas du tout une pop-up. On ne peut pas forcément la fermer. Et c'est totalement intégré au reste du contenu. Donc voilà. Là, c'était donc un jeu de Noël avec qu'on avait fait pour Minelli avec une double mécanique, à la fois un instant win qui permettait de gagner soit des cadeaux, soit des tickets, soit des bons de réduction ou de la livraison offerte. Et, euh, et à la fin du jeu, on faisait un tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 300 euros. Voilà à quoi ressemble un embed. Donc, ouais, il y a plein de formats possibles. Béatrice nous demande, est-ce que c'est mieux en termes d'efficacité? L'embed, Ouais. on a des performances beaucoup plus élevées, mais c'est aussi lié au fait qu'on a un mix de prospects et de clients qui jouent. Généralement, les clients, quand on leur pousse ce type de mécanique, on a des taux de participation qui sont énormes. Et donc là, on a sur ce jeu en particulier, on a eu un taux de participation, enfin, en tout cas, tous ceux qui ont été confrontés à la pop-up qui poussait le jeu, on a eu un taux de clics sur cette pop-up d'à peu près 40%. Ok. Et donc là, avec un mix de navigateurs non identifiés et un mix de... Enfin, non identifiés et déjà clients. Donc, ouais, en fait, ça dépend. C'est pas forcément plus ou moins efficace. Ça va surtout dépendre de à qui, enfin, quelle personne vous ciblez. Enfin, c'est pas forcément comparable. En fait, c'est ça plutôt ça que je voulais dire. Mais voilà, là, en fait, l'idée c'est de rediriger des personnes qui viennent d'un email sur une page où ça s'affiche. Donc, en fait, ça dépend, voilà, de la stratégie que vous voulez employer ou si vous êtes frileux à l'idée d'utiliser des pop-up qui arrivent sans être contrôlés, bah, ça peut être justement une alternative à cette crainte, quoi. Mm. Ok, alors on n'a pas d'autres questions. Quoi d'autre? Donc, quel autre type de campagne aimerais-tu tester? Alors, là, on a testé principalement la roue. Je trouve que ça serait intéressant en termes de variété aussi, parce que c'est des mécaniques qu'on est amené à rejouer d'une période à une autre, ou même des mécaniques qui sont un peu always on. Et du coup, l'idée, ça serait de pouvoir aussi proposer des jeux de grattage, enfin voilà, des mécaniques de jeu un peu différentes. Et voilà, et après, aller beaucoup plus loin aussi, on en est plutôt au début de ces tests, de ces mécaniques de gamification avec des scénarisations de pop-up et vraiment aller beaucoup plus loin dans l'A/B testing pour encore plus avoir des bonnes pratiques sur quels sont les bons endroits pour venir placer la pop-up sur un parcours, quels sont les formats les plus pertinents, enfin voilà, aller beaucoup plus loin sur la compréhension de ce qui se passe derrière. Et est-ce que tu penses, c'est pas forcément lié à la question, mais je viens d'y penser, que ce type de mécaniques sont réservés aux grandes marques? Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que quand on va sur des petites marques, etc., on voit moins ce genre d'initiative, mais souvent, on voit Adidas, Lidl, enfin les grandes marques qui emploient ces mécaniques. Est-ce que tu penses que c'est réservé forcément aux grandes marques ou est-ce qu'il faut encourager les jeunes marques à utiliser aussi ce type de mécanique? Bah, les jeunes marques, c'est presque plus pertinent parce que
elles sont vraiment dans une problématique de construction de bases de données et d'activation, enfin de conquête de clients. Donc, c'est encore plus pertinent pour eux dans le sens où ça vient renforcer l'efficacité de la collecte de données. Ça permet aussi de faire un peu de storytelling, ça permet de dispenser de la générosité et des outils d'activation. Donc, le bénéfice est énorme pour eux. Ok. Et Béatrice qui nous propose une super idée de proposer en fait de préserver des mètres carrés de forêt quand on gagne. Je trouve que c'est une super idée. Voilà, si c'est aussi dans l'ADN de votre marque et vos valeurs, c'est un bon moyen en fait de transmettre vos valeurs, vos engagements à travers une campagne. Donc moi personnellement, j'adore. Oui, absolument. C'est une super idée et ça va totalement dans le sens où on peut utiliser aussi la nature des cadeaux pour faire du storytelling et pour embarquer encore plus les participants dans l'histoire de marque. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin. Est-ce que, donc, s'il y a une dernière question, on y répond. Sinon, Marie, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager, une conclusion par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Ben, moi, ça fait donc avec Freak, ça fait bientôt 1 an et demi, voire 2 ans qu'on utilise du coup ces pop-up de gamification et on est on est totalement convaincu par l'intérêt que ça peut avoir et en termes d'animation de clients ou de mécanique de collecte. Et voilà, j'encourage toutes les marques à tester ou à explorer ou à au moins se poser la question de comment ça pourrait être pertinent pour eux et quelle serait la bonne mécanique et le bon storytelling pour elles. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Marie, pour ton temps et pour avoir pris le temps de nous expliquer toutes tes bonnes pratiques. Donc là, je ne sais pas si tu vois les réactions, mais visiblement, le sujet était intéressant. Si vous avez des questions à poser à Marie ou à moi, j'enverrai un email de toute façon avec l'enregistrement. Il y aura une petite surprise aussi. On vous fera remporter aussi des gains grâce à une roue de la fortune. Donc, restez aux aguets. Et je vous transmettrai aussi le profil LinkedIn de Marie, les coordonnées de son site si jamais vous avez envie de pousser la discussion plus loin. Et pareil, côté Wise Pops, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore client, à tester la version gratuite. Si vous êtes déjà client et que vous voulez mettre en place une campagne de gamification ou vous cherchez des bonnes pratiques, n'hésitez pas à me contacter aussi sur le chat. Et puis, je vous donnerai quelques tips. Merci à toutes et à tous. Et merci beaucoup. Merci encore, Marie. Je t'en prie. À bientôt. Une bonne journée et bon appétit. Merci. Toi aussi. Au revoir. Au revoir.